Bonjour à tous et bienvenue. Je suis encore une fois très heureux de vous accueillir dans cette formation. Alors, aujourd'hui, ça va être préparation de terrain. Ça va être une belle introduction au monde des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'avant d'entamer nos discussions sur tout ce qui est agilité, sur tout ce qui est Scrum, sur tout ce qui est métier de Product Owner, on va essayer de regarder ensemble des aspects qui non seulement représentent quelques prérequis à ce qu'on va faire après, mais qui restent assez valables et générales pour tout projet informatique. Alors est-ce que vous êtes prêts? Action. Alors au début, on va se mettre dans le contexte. Alors, le contexte des entreprises qui remarquent des dysfonctionnements dans leur façon de faire. Alors, quand je dis entreprise, ça peut être une grande entreprise, une moyenne entreprise, une start-up, peu importe. Donc toute entreprise dans sa vie remarque des dysfonctionnements. Alors des dysfonctionnements, ça peut être des opérations ou des processus qui sont très consommateurs en termes de temps et d'argent. Si je me permets de donner un exemple, ça peut être tout simplement une entreprise qui envoie de façon postale ses documents comptables, c'est-à-dire ses factures et ses bons de livraison. Alors si cette même entreprise a beaucoup de clients et qu'elle édite ses factures et ses bons de livraison de façon journalière ou hebdomadaire, je vous laisse imaginer un peu le montant de cette opération. Et en plus, comme chez la Poste, ça prend entre 2, 3, 4 jours, au final, c'est pas une opération très efficace. Un autre cas de figure de dysfonctionnement qu'on peut remarquer chez les entreprises, c'est quand il y a un manque en fait de visibilité et de collaboration, de façon à ce que l'information utile, donc l'information utile, c'est celle qui nous permet de faire avancer les choses, celle qui nous permet de résoudre les problèmes. Cette dernière, elle est très lente dans sa circulation. Et dans ce cas-là, encore une fois, on a un dysfonctionnement. Un troisième cas de figure qui peut paraître un peu plus intéressant, c'est tout simplement quand une entreprise veut changer sa façon de faire et introduire une innovation. Ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être la mise en place d'objets connectés dans ses usines, ça peut être une volonté de stocker ses données dans le cloud. Donc en fait, tout ce qui concerne les innovations technologiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, ces entreprises, dans le cas où ils auraient mis de côté un peu d'argent, entament ce qu'on appelle une transformation digitale. Alors une transformation digitale, je suis sûr et certain que vous en avez déjà entendu parler parce que voilà, c'est un terme qui est assez répandu. Et ça consiste tout simplement à transformer ou introduire une nouvelle façon de faire les choses en utilisant les technologies du numérique. En d'autres termes, en exploitant la puissance des systèmes informatiques. Alors, cette transformation digitale, en principe, elle se fait dans le cadre de projets informatiques, ok. Et ces projets, ils suivent des cycles qui sont composés d'étapes, d'opérations et d'activités qui sont nécessaires justement à la création, la production et la maintenance de logiciels, de systèmes d'information. Ça peut être des bases de données, ça peut être une application web, ça peut être une application mobile, ça peut être aussi des objets tangibles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas où on est dans l'internet des objets. Dans ce cas-là, ça va être des capteurs. Donc en fait, ça touche à tout et n'importe quoi. Focalisons-nous maintenant sur ce fameux cycle de vie projet. Parce qu'au final, c'est lui qui va vraiment nous intéresser parce que c'est à ce niveau-là qu'on verra l'application et la mise en œuvre du Scrum. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que, en fait, quel que soit le cycle de vie d'un projet, parce qu'en plus, on verra qu'il y en a plusieurs, chaque projet informatique passera forcément par 3 grandes étapes. La première étape s'appelle la phase de cadrage. Alors la phase de cadrage, c'est là où les salariés d'une entreprise commencent à constater des dysfonctionnements et des problèmes qui ont un réel impact sur les résultats de l'entreprise. Ces derniers, ils veulent changer les choses et constatent quand même qu'il y a une opportunité de s'améliorer. Une fois qu'ils auraient compris que le problème ou le dysfonctionnement remarqué peut être résolu via un système d'information, ils commencent à exprimer leurs besoins et leurs exigences dans ce qu'on appelle un cahier des charges. Alors un cahier des charges, c'est quoi? C'est un document concis où on exprime l'ensemble des besoins et des exigences auxquels un produit ou un système d'information doit répondre, tout simplement. Alors,
Une fois ce cahier de charge ou cahier des charges en fait conçu, ces salariés, qu'on appellerait maintenant utilisateurs, se dirigent vers la direction des systèmes d'information de l'entreprise, enfin, la fameuse DSI, qui a la compétence technique justement pour concevoir ce système. Alors cette dernière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engage des gens qui rédigent en fonction du cahier des charges fourni et de plusieurs ateliers de discussion et d'échange avec ces utilisateurs, un document qu'on appelle un document de spécification. Alors c'est quoi? C'est un document où on répond à la question comment en termes de fonctionnalité on peut répondre aux besoins de nos utilisateurs. Alors une fois ce document validé entre la DSI et les utilisateurs, on entame une phase de build. Alors build pour construction. Alors c'est dans cette phase-là où, en fonction de la spécification qu'on a rédigée, une équipe de développement commence à concevoir en fait l'architecture du système. Alors l'architecture du système, c'est quoi? C'est juste les interactions techniques qu'il va y avoir entre les différentes couches d'un système. Alors une fois cette conception ou cette architecture conçue, commencera la fameuse étape de développement où l'on va tout simplement commencer à écrire le code constituant de notre application ou de notre système. Une fois terminé et testé, commencera la phase de livraison où les utilisateurs qui ont au début exprimé le besoin commencent eux-mêmes à tester et puis à utiliser le système. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que dans le cycle de vie d'un projet informatique ou d'un logiciel, alors ce dernier, il contient aussi une phase où on traite de la vie de tous les jours de ce système, une fois livré au client, et s'appelle la phase de run. Alors la phase de run, elle consiste à mettre en place, par exemple, des opérations de maintenance si on constate des anomalies ou on constate des bugs. Elle consiste aussi à mettre en place des évolutions si bien évidemment elles sont demandées par les utilisateurs et si on constate qu'elles sont requises. Maintenant, on va se focaliser sur la phase de build et examiner un aspect qui est à mon sens très très important, qui est celui des environnements. Chaque système, chaque logiciel, chaque application dans sa construction passe par plusieurs environnements avant d'atteindre l'utilisateur final. Alors peut-être vous allez me dire pourquoi se compliquer la vie et pourquoi avoir beaucoup d'environnements. Alors tout simplement parce que chaque environnement a un but précis et requiert des performances différentes, des données différentes et des utilisateurs différents. Concrètement, dans l'industrie informatique, on trouve en général 4 environnements. Alors le premier environnement, c'est celui de développement, donc on l'appelle environnement de développement, et c'est là où tout simplement les développeurs vont coder et vont tester le produit, le système ou l'application qu'on voudrait concevoir. Alors une fois cette étape terminée, on prend le système ou l'application et on l'installe dans un deuxième environnement qui s'appelle l'environnement de recettes et de qualité. Et là, les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui nous ont exprimé le besoin, vont tester les fonctionnalités de l'application et voir si elle est en phase avec ce qu'ils ont exprimé et ce qu'ils ont rédigé avec la DSI dans le document de spécification. Une fois les tests et les développements terminés, on installe notre application dans ce qu'on appelle un environnement de pré-production, où là, contrairement à l'environnement de qualité où on testait les fonctionnalités du système, là, il s'agira plus de tester les performances techniques, c'est-à-dire qu'on viendra, grâce à des tests de charge, pousser le système jusqu'au bout de ses limites. Enfin, l'environnement de production, qui sera lui dédié à l'utilisation journalière par le client final et les utilisateurs finaux. L'intérêt d'avoir ce genre d'architecture réside dans le souhait en fait d'éviter à tout prix que les problèmes d'un environnement puissent affecter l'autre. Imaginons par exemple un développeur qui met en place un développement qui bloque le système et par conséquent rend l'environnement de développement inutilisable. Et bien dans ce cas-là, rien n'empêcherait l'utilisateur de tester parce que tout simplement le produit ou le logiciel est installé dans un autre environnement qui est celui de qualité et ils pourront parfaitement continuer leur travail de test. Maintenant que le terrain est un tout petit peu mieux préparé, qu'on sait ce que c'est qu'un cycle de vie logiciel ou un cycle de vie projet, et qu'on connaît les étapes génériques qui le constituent,
On va examiner deux exemples de cycle de vie qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les méthodes classiques de projet. Alors pourquoi classiques? Tout simplement parce que, alors déjà ils ont été créés il y a bien longtemps, c'est-à-dire entre les années 50 et les années 80. Et classique, pourquoi? Parce que on suppose que l'agilité, de par son efficacité, est venue les rénover. C'est pour ça en fait qu'on va examiner un peu leurs grandes lignes, mais surtout se focaliser sur leurs faiblesses, dans le but de comprendre comment les professionnels de l'informatique ont pu converger vers tout ce qu'on appelle méthode agile. Le premier modèle qu'on verra ensemble s'appelle le modèle en cascade. Alors pourquoi on l'appelle ainsi? Alors tout simplement parce que, comme on peut le constater visuellement et graphiquement, il rappelle une cascade. Alors personnellement, il me rappelle plutôt des escaliers, mais bon, ça c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Alors il y a une anecdote autour de ce modèle et surtout par rapport à comment il est devenu célèbre. Et il se trouve qu'il a été créé dans les années 50 pour être utilisé dans l'armée américaine, mais n'est devenu célèbre que dans les années 70, où un informaticien américain l'a présenté lors d'une grande conférence qui a rassemblé les professionnels de l'informatique pour critiquer son insuffisance. Et bizarrement, depuis ce moment, ce modèle est devenu très très utilisé dans l'industrie informatique. Alors, comme on peut le constater, il est composé de 6 étapes. Ces 6 étapes, chacune d'elles rentre naturellement dans l'une des 3 grandes phases génériques qu'on a vues tout à l'heure. On trouve bien évidemment la phase de cadrage, avec notamment la définition des exigences et des besoins, qui donne lieu à la rédaction d'un cahier des charges, utilisé justement pour la rédaction d'un cahier de spécifications. Et puis on trouve la phase de build avec notamment la partie conception d'architecture, développement où on écrit le code de notre application, et puis la partie validation où non seulement on teste l'application, mais on la livre à notre utilisateur. Et puis phase de run avec notamment la partie mise en service où on met en place des actions de maintenance corrective et où on met en place aussi des évolutions. Alors si on cherche deux mots pour décrire ce modèle, ça va forcément être séquentiel et linéaire. Séquentiel parce que chaque phase non seulement se termine à une date précise, et bien évidemment planifiée, mais ses résultats dépendent de la phase précédente. C'est-à-dire qu'on ne peut commencer par exemple la conception et les développements qu'une fois la spec rédigée et validée. Ou encore, on ne peut commencer les tests qu'une fois les développements terminés, ce qui est un peu logique. Et puis linéaire, pourquoi? Parce que tout simplement, les phases se succèdent dans un ordre strict, sans aucun chevauchement et sans aucune étape itérative. Du coup, rien qu'avec ces deux caractéristiques, on peut déjà voir à quel point ce modèle est rigide et à quel point il peut avoir une faible tolérance à toute erreur et à toute modification en milieu de route. Ce qui fait qu'une fois les développements entamés, on rentre dans un espèce d'effet tunnel qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre à la fin. Je vous donne un exemple simple qui est aussi considéré comme un cas d'école. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise et on essaye de concevoir une application composée de 4 fonctionnalités. On rédige le cahier des charges, on rédige les spécifications, les développeurs commencent à développer l'architecture, à écrire du code, et puis au moment où les utilisateurs commencent à tester, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de spécifier une 5e fonctionnalité. Et du coup, ils demandent aux développeurs de la rajouter. Les devs, ils sont gentils, ils disent oui, mais après l'étude, il s'avère que non seulement son rajout va coûter beaucoup d'argent, mais qu'il faudrait aussi remettre en cause la moitié du travail qu'ils ont déjà réalisé. Et bravo, projet qui non seulement dépasse le budget et se termine très en retard, mais ça crée aussi une très grande frustration chez l'ensemble des protagonistes du projet. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien tout simplement parce que avec l'agilité, on a bien trouvé un moyen de contourner tout ça et pour résoudre ce genre de problème. Le deuxième modèle qu'on va examiner ensemble est le célèbre cycle en V. Alors, encore une fois, il porte légitimement son nom parce que, tout simplement, graphiquement et visuellement, il a la forme d'un V. Enfin ça, personne ne peut dire le contraire.
Et donc il a été créé pour combler un peu les défauts du modèle en cascade, mais cela ne l'a pas empêché en fait d'hériter quand même les aspects séquentiels et linéaires avec tous les défauts et les inconvénients qui en découlent. Mais voilà, j'avoue que contrairement à son parent, ce modèle se caractérise par un système de vérification très très puissant qui assure une meilleure qualité de si en fait on n'utilise que le modèle en cascade. En effet, il met en regard chaque phase de réalisation eh bien, avec une phase de validation et de vérification correspondante, lui conférant ainsi la forme d'un V. Alors, regardons ça en détail. Alors, tout d'abord, on a la phase de cadrage. Alors, la phase de cadrage, maintenant, on la connaît super bien. C'est une phase où on définit les exigences, on définit les besoins, on rédige le cahier des charges, on rédige le cahier des spécifications pour qu'il soit utilisé dans tout ce qui est conception et développement. Ensuite, la phase de build. Et c'est là, en fait, où on verra qu'il va y avoir des différences avec le modèle en cascade. C'est-à-dire que, au niveau de l'étape de conception, cette dernière, elle sera subdivisée en deux sous-étapes. Alors, une première de conception générale, où on va spécifier l'architecture de façon générale. On va la concevoir aussi. Et puis, une deuxième étape de conception détaillée, où cette fois, on va non seulement s'intéresser à chaque composante et à chaque couche technique de notre système, mais on va aussi générer un document qui s'appelle spécification technique. Une fois ce document généré, on l'exploitera avec les spécifications qu'on a déjà réalisées dans la phase de cadrage pour entamer les développements. Donc phase assez classique de notre projet où on va tout simplement écrire notre code. Alors, une fois la partie développement terminée, on entamera ce qu'on appelle les tests unitaires. Alors, les tests unitaires, c'est quoi? C'est une étape en fait de test, comme l'indique son nom. Et c'est là en fait où on va prendre chaque composante technique, chaque couche et puis chaque fonctionnalité, on l'isolera et puis on la testera. On verra si elle fonctionne de façon unitaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle test unitaire. Et cette phase en fait nous permet de valider la conception détaillée. Ensuite, ces fonctionnalités, on va les prendre et on va les assembler, on va les intégrer ensemble. Et on va regarder, via le biais de plusieurs tests, si même en les assemblant ainsi, on arrive quand même à avoir le résultat attendu. C'est ce qu'on appelle les tests d'intégration et ça nous permet de valider la conception générale qu'on a réalisée. Ces deux étapes, c'est-à-dire les tests unitaires et les tests d'intégration, sont réalisés en fait par les développeurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a quand même beaucoup d'aspects techniques qui sont testés. On teste les architectures. Donc on teste effectivement les fonctionnalités, mais là il est plutôt question de tester si ce qu'on a mis en œuvre en termes de développement et en termes d'architecture est bien en phase avec ce qu'on veut. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, il faudrait quand même si le système répond aux besoins des utilisateurs. C'est pour ça en fait qu'on va le prendre et on va le fournir à ces utilisateurs pour qu'ils commencent ce qu'on appelle des tests end-to-end. Alors E2E. Alors le E correspond à end, 2 correspond à to et le deuxième E correspond à end. Alors voilà, donc des tests end-to-end. Alors ces tests, ils permettent de voir si ce qu'on a développé en termes d'application correspond à ce qu'on a rédigé en termes de spécification. Donc c'est vraiment les tests fonctionnels réalisés par les utilisateurs. Alors une fois qu'on a réalisé ces tests-là, on réalise ce qu'on appelle une recette. Alors une recette, elle nous permet en fait de voir si effectivement notre application et notre système répond à notre besoin en termes d'exigence et en termes de fonctionnalité. Alors la différence entre les tests end-to-end et la recette, c'est vraiment la personne qui les réalise. C'est-à-dire que les tests end-to-end sont réalisés en principe par les gens qui portent la casquette fonctionnelle dans les DSI. Et puis la recette, elle est surtout réalisée par les gens qui vont utiliser de façon journalière ce système. Et puis, au final, la phase de run, où comme lors du modèle en cascade, on réalise tout ce qui est opération de maintenance corrective et puis d'évolution.
bien qu'il nous fournit des étapes de vérification très très puissantes, le cycle en V présente quand même des inconvénients et des défauts comme celle du modèle en cascade. Il y a tout d'abord sa très faible tolérance aux changements et aux erreurs, dans le sens où chaque anomalie présenterait en fait un coût très très important en termes de temps et en termes d'argent. En plus, il y a la nécessité en fait de générer à l'issue de chaque étape une documentation très très importante. Il y en a qui verront ça comme un avantage, mais lorsqu'on étudiera en fait les méthodes agiles et plus particulièrement le Scrum, on verra qu'il n'y a pas vraiment une nécessité d'avoir une très très grande documentation. Finalement, on remarquera quand même la faible implication des utilisateurs et des gens qui nous fournissent le besoin. C'est-à-dire qu'on les trouvera impliqués qu'au début et à la fin du projet, ce qui n'est pas encore efficace et ce qui nous donnera un produit ou une application qui n'est pas vraiment centré sur ses utilisateurs. Alors rassurez-vous, ces défauts et ces inconvénients ont été, si vous voulez, corrigés et ont été contournés grâce aux méthodologies agiles qu'on va voir très très prochainement. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez assimilé toutes les informations qu'on a vues ensemble. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il s'agit surtout d'une première vidéo où on prépare le terrain, où on donne les prérequis. La prochaine vidéo, on va parler de l'agilité, hein, c'est bon, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions sur la partie des commentaires. Je prendrai un plaisir à y répondre. Je vous dis bon courage et à très très bientôt.